Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, pourquoi tant de haine? On se pose aujourd'hui la question quotidiennement en écoutant les informations, mais elle habite aussi le quotidien sur les réseaux sociaux ou dans les relations sociales. Gérard Apfeldorfer y répond dans un ouvrage très ample, il est l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine sur le thème de la mythologie grecque. Question du jour, selon cette mythologie grecque, d'où viennent les coraux? Réponse dans une dizaine de minutes avec Catherine Maury. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du conseil de famille du jour. Le 1er avril, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Plein d'idées de poissons. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Grand Oral. Gérard Apfeldorfer, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes médecin, psychiatre et psychothérapeute, membre de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive, auteur chez Odile Jacob de Pourquoi tant de haine. Il y a un sous-titre, Psychologie du ressentiment, de la colère et de la violence. Votre livre, il couvre un champ pour le moins étendu parce qu'il part des petites haines du quotidien qu'on pourrait appeler les énervements, mais on va voir en quoi finalement ça a quand même quelque chose de la haine pour arriver carrément jusqu'au génocide. Le premier message que vous nous envoyez en pleine figure quand on vous lit, c'est que la haine, elle nous habite chacun à des degrés divers. Oui, tout à fait. La haine est constitutive de l'être humain. Elle est constitutive en fait des animaux sociaux. Donc nous avons en fait deux forces en nous. Une force d'attachement qui nous permet de nous attacher donc, à notre mère, à notre famille, à notre pays, à notre langue, à notre culture, à un certain nombre d'idées aussi et de croyances. Et donc c'est ce qui nous constitue, c'est ce qui fait que nous sommes nous. Donc ça c'est le bon côté de la force, voilà. Comme on dirait dans la guerre des étoiles. Pour décrire quelqu'un, on décrit ses attachements, ses appartenances. Et puis il y a une deuxième force qui est une force d'exclusion. Il y a ce que l'on ne veut pas, ce que l'on veut absolument rejeter hors de soi et que l'on ne veut pas être soi. Donc ça, cette force d'exclusion, c'est la haine, justement. Et il faut voir la haine et l'attachement comme, en fait, deux pôles, comme un aimant, si vous voulez. Il y a un pôle positif et un pôle négatif. C'est inséparable. C'est un peu le yin et le yang, c'est un peu le côté obscur de la force versus son côté lumineux. La haine qui échappe non à toute définition, dites-vous, mais même à toute description, pourtant, de la part des philosophes, psychologues et psychiatres classiques. C'est épouvantable, ça. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de définition de la haine, déjà, crée des problèmes juridiques, en fait, par exemple. On veut par exemple... Parler d'un crime de haine. Ouais. Oui, on veut parler de la haine, si vous voulez. Sur les réseaux sociaux, en particulier, on veut interdire des expressions haineuses. Mais pour interdire des expressions haineuses, il faut savoir ce que c'est la haine. Il faut pouvoir les classifier. Et il n'y a pas de classification. Et pour ça, vous commencez, par nous proposer un certain nombre par vous confronter d'ailleurs à un certain nombre de synonymes qui sont des variantes ou des déclinaisons de la haine que vous rencontrez dans votre pratique en écoutant vos patients. Alors, on a par exemple le ressentiment. Voilà, tout à fait. Le ressentiment, c'est la rumination des injustices, si vous voulez. Donc, la rancune des faibles, disait Nietzsche. Exactement. Je l'ai appris en vous lisant. Il y a la cousine du ressentiment, c'est l'indignation. Voilà. Alors, on s'indigne à propos de tout et de rien aujourd'hui. C'est facile. Indignez-vous. Donc, ça ne mange pas de pain de s'indigner et ça permet de répandre la haine parce que, finalement, il y a toutes sortes de choses. Il n'y a pas de saines indignations. Parce que Stéphane Hessel, typiquement, qui avait fait ce best-seller avec Indignez-vous, ce n'était pas pour répandre la haine, au contraire. Oui, mais bon, est-ce qu'il y a des saines indignations? L'indignation en soi, dans la mesure où elle ne se concrétise pas dans une action, c'est vraiment parler pour ne rien dire. Donc c'est juste exprimer de la haine gratuite. L'envie et la jalousie. Alors l'envie, c'est une chose abominable. C'est peut-être le plus gros défaut, si vous voulez. En tout cas, le plus douloureux, finalement. En fait, ce que l'envieux n'a pas envie des objets que possèdent les autres. Ce qui lui manque, c'est le plaisir qu'il voit chez les autres à les posséder. Et donc, se dire, cette personne est heureuse parce qu'elle a ceci et cela, ce que j'envie, c'est son bonheur. Et donc, c'est inguérissable, en fait. Contrairement à ce qu'on croit, donc c'est pas ciblé sur l'objet, c'est ciblé sur le sujet. Et le fait qu'on soit dans une culture de l'égalité, si vous voulez, a rendu l'envie quelque chose à décupler l'envie, en définitive. Et puis, il y a des formes de haine qui s'inscrivent dans des contextes plus larges, et notamment dans celui des rapports entre les hommes
et les femmes, et vous abordez à un moment donné alors les injustices systémiques, dites-vous, du patriarcat, mais ça peut aussi produire des réactions de haine. Bien sûr. Alors c'est vrai que les femmes ont été victimes, quand on regarde un petit peu l'histoire, d'une injustice. Et même l'actualité. Voilà, mais sur des millénaires. Ouais. Le patriarcat, c'est une vieille chose. Et est-ce que ça remonte à la nuit des temps? Est-ce que ça remonte à seulement au moment où on a commencé l'agriculture? Bon, les avis sont un peu divergents sur la question, mais en fait, on parle de millénaires. Et puis, qu'est-ce que j'étais en train de... On était en train de parler des injustices systémiques du patriarcat, voilà, et vous étiez en train de nous redire qu'effectivement, le patriarcat, ça remonte à il y a longtemps. Ça remonte à il y a longtemps, et c'est une injustice terrible. On voit ça encore, parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait guéri. Non, c'est pour ça que je disais, quand vous dites dans l'histoire, voilà. Mais je précisais dans l'actualité aussi. On n'est pas tout à fait guéri, mais on est en bonne voie, je dirais. On en parle déjà. Absolument. Et alors, les femmes ont acquis toute une série de droits qu'elles n'avaient pas. Et quand on regarde ailleurs, quand on regarde le tiers-monde en particulier, quand on regarde l'Afghanistan, par exemple, pour prendre un exemple, bon, les femmes n'ont plus le droit d'apprendre à lire, n'ont plus le droit à aucune instruction. Elles ont perdu tous leurs droits. Et c'était l'état habituel, si vous voulez. Au XVIIe siècle, une femme qui ne savait pas lire, c'était plutôt normal. Une femme qui savait lire, elle sortait de l'ordinaire. Donc la culture leur était quasiment interdite. Et ça a nourri. Alors le fil que vous tirez après, donc vous rappelez toutes ces dimensions-là, c'est aussi de dire, et ça c'est vos travaux, vos observations, vos lectures, que les haines féminines et les haines masculines diffèrent. Oui. Et ne s'expriment pas de la même manière. Absolument. Et d'ailleurs, vous conseillez aux hommes de ne pas se faire haïr par les femmes, parce que ça peut faire très mal. Absolument. En dehors même de l'aspect moral de la chose. Alors c'est surtout les sociologues qui sont intéressés à ça. Et je pense que là, c'est vraiment quelque chose d'assez important de montrer que les femmes haïssent comme les hommes. Enfin, elles haïssent autant que les hommes, disons, mais pas du tout de la même manière. Les hommes, en gros, ils ont une violence directe. Donc ça veut dire qu'ils font le coup de poing, quoi. On se tape dessus. Alors que les femmes, elles ont une violence sociale essentiellement. Donc elles ont une violence indirecte. Et cette violence indirecte consiste à détruire l'image sociale de la personne. Et donc, aujourd'hui, comme à toute époque, notre image sociale nous est absolument indispensable pour exister. Si on perd son image sociale, si on perd... À l'époque, on parlait de son honneur. Aujourd'hui, on n'en parle plus parce que nous n'avons plus d'honneur, mais on a gardé quand même une persona, une image sociale. C'est ce qu'on voit avec MeToo. Voilà. Alors, MeToo, si vous voulez, justement, c'est quelque chose qui paraissait au départ d'une très bonne intention. C'est-à-dire les femmes sont attaquées, qu'elles puissent se défendre et qu'elles puissent verbaliser ce qui se passe. Mais finalement, ça a tourné à la dénonciation. C'est-à-dire qu'on a mis sur Internet le nom de certaines personnes qu'on a nommément présentées. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a un effet de meute, si vous voulez. Les gens sont anonymes. Et à partir du moment où il y a cet effet de meute qui est permis par l'anonymat, eh bien... très facilement, on passe au fait de la désignation d'un bouc émissaire. Et on va en parler du bouc émissaire, mais si vous le voulez bien, on va le faire juste après l'anti-sèche, puisque nous testons notre culture générale. S'il y a bien un endroit où il y avait des haines cuites, recuites et surcuites, c'était l'Antiquité. On parle mythologie grecque avec Catherine Maury. Selon la mythologie grecque, d'où viennent les coraux? C'est la question du jour dans l'Anti-Sèche. Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Professeure de français, autrice notamment de cette incroyable histoire de la mythologie grecque aux arènes BD. Les dessins sont de Philippe Bercovici, les couleurs sont de Christian Leroll. Devenez une déesse ou un dieu de la culture générale, est-il inscrit sur la couverture? Et ça, c'est bien vrai. Après, il faut tout lire. C'est comme toujours dans cette collection extrêmement drôle et extrêmement savant. Alors, nos coraux, d'où viennent-ils? Vous pensiez que c'était des colonies de ces petits animaux qu'on appelle polypes. Vous partagiez l'erreur commune, Emmanuel, c'est ça? Vous me prêtez des connaissances que je n'ai absolument pas. Mais bien sûr, sur les polypes. Sur les polypes? Oui, bien sûr. Non, on va changer de sujet. D'accord. Et donc, en fait, pas du tout. Non. La mythologie vous explique que les coraux, ce sont des algues qui ont été pétrifiées par le regard de Méduse. Que s'est-il passé? Donc, le héros Persée a pour mission d'aller
tuer Méduse, de la décapiter. Le héros Persée, c'est son nom, hein, il n'est pas troué. Voilà. Le héros, virgule, Persée, virgule... Voilà, le héros, virgule, Excusez-moi, c'est toujours mon souci. Alors donc, Méduse, c'est un monstre qui fait partie des 3 gorgones, qui a les cheveux hérissés de serpents, comme les gorgones, et qui a en plus cette petite particularité désobligeante que quiconque croise son regard est pétrifié. Donc déjà, pour Persée, c'est un petit peu compliqué de lui couper la tête, parce que quand on coupe la tête de quelqu'un, faut le regarder. Hein. Alors, il y a sa demi-sœur Athéna qui lui tend un miroir et c'est grâce au reflet qu'il arrive à couper la tête. Donc, il coupe la tête de Persée... De Méduse. De Méduse, merci. C'est pour voir si vous suiviez. Ouais. Il l'enfouit dans un sac. Et ensuite, donc, il continue son chemin comme c'est un héros. Là, entre-temps, il tue un monstre marin, etc. Il est couvert de sang. Il décide de se laver dans la mer. Il pose le sac contenant la tête de Méduse sur le rivage. Et là, le sac glisse. Et donc, la tête de Méduse émerge et ses yeux croisent des algues qui étaient en train d'onduler comme ça dans la mer et qui se pétrifient. Oui, parce que les algues, elles ne savaient pas, elles l'ont regardé dans les yeux. Voilà. Et deviennent les petits yeux d'algues, c'est quand même un truc extraordinaire. Ah, oui. Ce n'est pas la seule question scientifique à laquelle la mythologie grecque se propose de répondre. Il y a de nombreux mythes. Oui, alors par exemple, la Voie lactée, vous pensiez aussi, Emmanuel, que c'était une galaxie d'étoiles. Ouais. Non. Ce sont des gouttes de lait. Je le savais. Ils nous viennent d'où ? Alors, c'est l'histoire de Zeus qui, une fois de plus, trompe son épouse Héra avec Alcmène, qui est une très belle femme. Et donc, ils engendrent le héros Héraclès. Seulement, Zeus est très contrarié parce que son fils ayant une mère mortelle, eh bien, il est mortel. C'est un héros, donc c'est un demi-dieu. Et donc, pour que son fils devienne immortel, il faudrait qu'il tète le sein d'Héra. Seulement, évidemment, Héra ne supporte pas cette idée. Donc, Zeus attend que son épouse soit endormie. Et là, l'air de rien, en loose dé, poum, il colle le nourrisson au sein de sa femme. Et donc, Héraclès tète un peu. Et puis, Héra se réveille. Quand elle voit que le bébé est en train de la téter, elle le rejette. Et eh bien, le sang gicle de son sein et éclabousse le ciel. Et c'est ce qui donne la Voie lactée. Extraordinaire. Nous avons aussi... qu'est-ce qu'on a ? Le phénomène de l'écho. Oui, Écho, alors c'est le nom d'une nymphe. C'est ça. Voilà, c'est le nom d'une nymphe. C'est qui les nymphes d'ailleurs ? Les nymphes, c'était des déesses mineures de la nature. De la petite déesse, quoi. Voilà, et qui étaient toujours attachées à un cours d'eau, à une grotte, voilà. Mais bon, déesse quand même. Montagne, oui, mais déesse mineure. Et donc, divinité mineure. Et donc, un jour, donc Écho est dans la nature, justement, et elle voit qu'une de ses amies est en train de s'ébattre avec Zeus, qui est encore une fois un grand coureur dans la mythologie grecque. Ah oui, tout le temps. Et ce souci, c'est que la femme de Zeus, donc la fameuse Héra, arrive à ce moment-là, elle est en train de cueillir des petites fleurs. Alors, Écho se dit, ça va être le désastre, il faut absolument que je fasse quelque chose. Elle court vers Héra et elle commence à bavarder, à babiller, à parler de choses et d'autres pour l'occuper. Ça marche très bien, Zeus et sa compagne parviennent à s'éclipser et ça se reproduit plusieurs fois. Jusqu'au jour où Héra se rend compte du stratagème. Alors elle est furieuse et elle va châtier Écho. Elle lui dit, dorénavant, ta langue ne te servira plus jamais à tromper. Tu ne pourras plus que répéter les derniers mots que tu entendras. Voilà, donc par exemple, si on lui demandait, alors Écho, tu veux du vin ou de l'eau ? Elle va dire de l'eau. De l'eau. Je vous ai pas remarqué, je fais l'écho depuis tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'elle s'est réincarnée en Emmanuel Davidenkov, c'est possible. Voilà, c'est mon côté nymphe. C'était moi. Catherine, merci beaucoup. Merci. L'incroyable histoire de la mythologie grecque, Catherine Maury. Philippe Bercovici, c'est aux éditions des Arènes BD. On se retrouve toute la semaine pour tester notre culture générale sur la mythologie grecque. Grand oral, il y avait plein de haine chez les Grecs. Ils n'arrêtaient pas, on vient d'en avoir 36 exemples. Oui. On continue à parler de la haine avec Gérard. Gérard Apfeldorfer, il y a cette figure donc du bouc émissaire qu'on croise régulièrement sur ce plateau. Alors nous, on la croise plutôt parce qu'on parle souvent, comme vous l'imaginez, de harcèlement scolaire. Mais bon, le principe est le même dans tous les domaines. C'est l'ennemi désigné. Il a une fonction très précise. C'est qu'il permet au groupe, à un groupe en tout cas, de se souder. Exactement. Donc on a voulu d'ailleurs en faire, certains auteurs en font finalement le noyau qui permet de créer un groupe, de créer j'allais dire une civilisation, mais presque. C'est vraiment le noyau de base. C'était la vie de Freud, par exemple, autour du meurtre du père, si vous voulez, qui fonde la société. Passons là-dessus, mais
Pourquoi c'est une des figures les pires qu'on peut croiser? Enfin, une des figures, c'est pas le bouc émissaire qui n'est pas bien, mais ce mécanisme, pourquoi vous dites qu'il est délétère et terrifiant? Ouais. Parce que quand il y a de la haine, il y a pratiquement toujours la désignation d'un bouc émissaire ou de boucs émissaires qui peuvent être des personnes, mais qui peuvent être aussi des catégories de personnes. Des catégories de personnes, bien sûr. Donc, c'est quasiment presque assez automatique, je dirais. Hein. Le bouc émissaire, c'est une crise de haine, en fait. Et à ce moment-là, la personne qui est le bouc émissaire est sacrifiée. Alors, auparavant, elle était, par exemple, lapidée, ou bien brûlée, ou bien pendue. Enfin, elle était tuée d'une façon ou d'une autre. Et là, tout le monde participait. C'était le groupe anonyme qui tuait le bouc émissaire. Et aujourd'hui, alors on parlait des femmes. Alors les femmes ont récupéré cette idée du bouc émissaire, mais selon leur propre fonctionnement qui est différent de celui des mâles. Et donc la mise à mort est sociale. Donc on désigne un bouc émissaire. Et à partir de là, on va le mettre à mort socialement. On précise quand même que le bouc émissaire en question, parfois, il a fait des trucs pas recommandables du tout, voire totalement interdits par la loi. Mais la question n'est pas là. Oui, voilà. Mais... Peut-être est-il coupable, peut-être n'est-il pas, mais il n'est pas jugé de toute façon. C'est ça. Là, c'est une autre forme de jugement. Parfois, c'est aussi là-dessus que vous insistez, ce sont des productions ou des propos de personnes qui sont visées par des campagnes de haine en ligne, mais assez vite, ça glisse vers la personne. Et c'est là où vous dites, on bascule vers le lynchage. Exactement. Alors, au départ, moi, je trouve que MeToo a rendu service au départ pour les femmes, pour pouvoir s'exprimer. Mais à partir du moment où on a pu désigner nommément des gens et puis les cancéliser, c'est-à-dire détruire leur être social, détruire finalement, ne plus leur permettre de travailler, détruire leur famille aussi, généralement, le couple ne résiste pas à ça, la haine avec les enfants se développe, etc. C'est une personne qui n'a plus d'existence sociale. On peut dire que le combat néanmoins continue parce que 94% des viols ne font l'objet d'aucune poursuite judiciaire, donc il y a quand même encore un déséquilibre assez massif. Oui, mais voilà. La question, c'est quand même pourquoi il y a aussi peu finalement de femmes qui vont dénoncer leurs violeurs. Alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en fait la justice n'est pas forcément un très bon service. Enfin, beaucoup de femmes se méfient beaucoup de la justice. Ouais. La justice est lente. Et parfois à raison, parce que quand absolument. La justice, il y a eu des petits progrès qui ont été faits dans les commissariats, mais enfin l'accueil est quand même et puis la justice, c'est un second traumatisme, c'est-à-dire que on va porter plainte contre un violeur, mais on va revivre ce viol pendant des années, parce que ça va prendre des années. La justice est très lente. Donc, il y a beaucoup de femmes qui reculent devant ça. Et la solution, moi, je trouve que la solution MeToo de créer un bouc émissaire n'est pas non plus tellement satisfaisante, parce qu'elle est souvent injuste, justement. Et peut-être qu'il pourrait y avoir une autre solution, qui serait la justice réparatrice, comme on appelle. Alors ça, vous en parlez à un moment donné, du bouquin qu'on appelle aussi la justice restauratrice. Restauratrice aussi. Qui est d'une invention récente, hein, ça a une vingtaine d'années, tout ça. Ouais. Tout à fait. Et c'est assez intéressant, parce que c'est une reprise, en fait, de la justice réparatrice ou restauratrice a existé dans le cours du temps, et on la retrouve chez les Amérindiens, on la retrouve en Afrique, etc. Et cette idée, donc, qu'on pourrait peut-être remettre en contact les violeurs et les femmes. Ouais. Mais bon, tout ça fonctionne si on a identifié le violeur, s'il est reconnu coupable, le préalable, c'est que la justice non restauratrice fonctionne déjà. Non, pas du tout. Bon non, absolument pas. Non, en fait, aux États-Unis, par exemple, la justice réparatrice ou restauratrice, ce que les gens qui la défendent aimeraient bien, c'est qu'elle se substitue à la justice actuelle, si vous voulez. Alors, je comprends. Mais il y a quand même encore un peu loin de la coupe aux lèvres pour l'instant. On a parlé de justice restauratrice en France, mais justement comme complément de la justice classique. C'est ça, je l'avais, d'ailleurs, c'est en ce sens que je l'avais comprise. Mais ce n'est pas du tout satisfaisant, ça, si vous voulez. On est d'accord. La autre évolution, qui n'est pas une révolution, c'est la démocratisation de l'expression de la haine, qui est accessible désormais, qui est à portée de toutes et tous grâce aux réseaux sociaux. Absolument. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui décrit beaucoup notre époque, comme une époque haineuse, si vous voulez, parce que c'est devenu trop facile. Le problème des réseaux sociaux, c'est le fonctionnement d'une façon anonyme.
Hein, le fait que vous soyez dans l'anonymat, donc que vous créez un effet de meute, et à partir de cet effet de meute, dont on désigne un bouc émissaire qui est sacrifié. Et on le voit bien. Et moi, je suis derrière mon écran, c'est ce que certains de vos collègues appellent l'effet cockpit aussi. Je suis comme dans un cockpit, je ne vois pas la victime. Exactement. Et je donc tire. On peut se permettre, si vous voulez, parce qu'on est anonyme aussi. Hein. Donc si on pouvait supprimer l'anonymat dans les réseaux sociaux, que chacun soit responsable de sa propre parole, je pense que ça changerait beaucoup les choses. Gérard Apfeldorfer, je voudrais qu'on ait quelques minutes quand même pour parler des causes de la haine, puisque là on parle des manifestations de la haine. On croise une fois de plus sur les caractères qui prédisposent à la haine, un sujet qu'on rencontre régulièrement sur ce plateau, qui est la question de l'attachement, que vous avez mentionné en introduction. Trop de rigidité mentale peut amener à être très déstabilisé psychiquement par tout ce qui nous contrarie et amener à la haine. Et ça, c'est des défauts, c'est des troubles de l'attachement souvent. Alors, ça peut être des troubles de l'attachement, ça peut être beaucoup de choses en définitive. Ouais. Hein. Et donc, effectivement, la rigidité mentale, ce fait d'avoir ce que les sociologues ont appelé la clôture cognitive, c'est quelque chose qui fait que vous avez besoin d'explications simples et univoques du monde. Hein. Donc une religion, par exemple, peut faire très bien, ça. Ça fonctionne merveilleusement. C'est cool, la religion pour ça, ouais. Mais disons une idéologie un peu simpliste. Voilà, une idéologie fonctionne très très bien aussi. Donc on se retrouve là-dessus. Le monde devient simple et compréhensible. Il y a finalement, on sait qui sont les bons, qui sont les mauvais. Nous, on est les bons, bien sûr. Toujours. Hein, sinon, ça n'aide pas. Absolument. Et donc on sait qui sont les mauvais et on sait sur qui taper. Donc ça, c'est merveilleux. La psychanalyse, elle tire quand même ce fil de l'attachement, parce que pour elle, écrivez-vous, la haine émergerait au cours des premières expériences de l'enfance et résulterait de la dépendance de l'enfant vis-à-vis de sa mère. Voilà, mais vous dites, en même temps, l'hypothèse, elle n'est pas vérifiable. Absolument. C'est son défaut. Et en plus, la psychologie évolutionniste, donc qui s'intéresse beaucoup à la psychologie animale, et en particulier à la psychologie des primates, nous sommes des primates, eh bien, on s'aperçoit que nous sommes terriblement des primates. C'est-à-dire que les chimpanzés sont très proches de nous, ou nous sommes très proches des chimpanzés, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire. Finalement, en fait, dans cette psychologie évolutionniste, la haine est constitutive. C'est-à-dire qu'elle n'est pas créée dans les premières relations avec la mère, elle est constitutive, vous l'avez à la naissance. Comme vous avez cette capacité d'attachement dès la naissance, vous avez aussi la capacité de rejeter ce qui ne vous convient pas dans le monde et de l'expulser hors de vous dès la naissance aussi. Et voilà, Homo sapiens, de la classe des mammifères, de l'ordre des primates, est haineux. Telle est sa nature, par construction, par nécessité. Cette haine croît en proportion de sa peur, de son sentiment d'insécurité. Elle le conduit à rejeter et combattre tous ces « eux » qui n'en finissent pas de se mettre en travers de son chemin, de l'inquiéter, de le paniquer. Ça, c'est ce qu'on lit dans « Pourquoi tant de haine ?», mais on lit aussi la suite. Mais oui, Homo sapiens s'attache, se lie, se trouve heureusement ficelé à ses semblables, se fait nœud d'un ensemble qu'il dépasse, agit pour le bien commun, et cela aussi fait partie de sa nature, le yin, le yang, Janus, les deux faces. Gérard Apfeldorfer, merci beaucoup. Le livre est sorti chez Odile Jacob, Psychologie du ressentiment, de la colère et de la violence. Je précise, je ne vous ai pas interrogé dessus, mais que vous avez alimenté tout ça de votre pratique. Oui, vous-même de psychiatre, et que vous citez des cas, j'imagine, anonymisés, mais tout ça est bourré d'exemples. Ce n'est pas uniquement de l'ordre de la réflexion théorique, c'est des situations que vous avez rencontrées. Et la haine, apparemment, vous la connaissez vous-même, puisqu'il y a plein de patients qui détestent leur psy, c'est ça? Absolument, ça c'est classique. Justement, les psychiatres ont une grande expérience de la haine, des haines banales, je dirais. Voilà, l'expérience des haines quotidiennes, celle du début du bouquin. Etc. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? Vous voulez bien? C'est le 1er avril. Vous avez fait des 1er avril aujourd'hui à des gens? Eh bien non. Non. Alors vous allez voir, c'est parce que vous n'avez pas encore rencontré Candice Anzel, elle arrive. Candice Anzel, bonjour. Bonjour. Chaque 1er avril, une épidémie étrange s'abat sur la planète, les fake news explosent, les collègues deviennent suspects, les poissons en papier d'ailleurs. J'ai commencé parce qu'il y a un... Ah mais non, il me l'empêche. C'est le fil de l'oreillette, j'ai failli tout tirer, j'ai failli m'exploser l'oreille. D'où vient cette étrange coutume qui transforme tout le monde en plaisantin amateur? On s'accroche, on plonge dans l'histoire du poisson d'avril et surtout vous allez nous donner quelques idées de poissons d'avril à faire aux petits mais aussi aux ados. Oh oui. C'est l'heure de la vengeance. Exactement. C'est la haine du parent qui va se manifester. Alors comme toutes les traditions farfelues, en fait celle-ci a plusieurs explications. Donc l'une des plus populaires, elle remonte à 1564 quand Charles IX a décidé
bien que l'année ne commencerait plus le 1er avril, mais le 1er janvier. Alors à l'époque, évidemment, tout le monde ne lisait pas les journaux royaux et certains continuaient en fait à s'offrir des cadeaux, des étrennes début avril et puis d'autres, plus malins ou plus moqueurs, ont commencé à leur offrir de faux cadeaux et faire des farces ridicules. Et puis là, ça y est, la blague était née. On n'a pas encore les poissons, mais ça c'est une autre théorie, non? Oui, il y a une autre théorie, c'est qu'en avril, c'était la fin de la période de pêche autorisée. Ce qui fait que pour embêter les pêcheurs privés de poissons frais, eh bien, les petits plaisantins leur en offraient des faux. Bon, on ignore, franchement, si ça les a vraiment consolés. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la coutume, eh bien, elle a perduré jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous nous partagez plein d'idées de poissons d'avril à faire aux enfants et aux ados. On commence par les petites mignonnes. Oui, pour les plus petits, histoire de les initier un peu. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celle des chaussures qu'on raccourcit. Donc, en gros, on va mettre un peu de papier au fond des chaussures, ce qui fait que quand les enfants vont se réveiller et vont mettre les pieds dans les chaussures, ils ne vont pas comprendre pourquoi, en fait, leurs pieds ont soudainement grandi pendant la nuit. Extraordinaire. Le dentifrice, on continue. Alors, le dentifrice, on peut mettre un peu de citron, un peu de sucre, et on va prendre le dentifrice, on va y glisser. Non, mais c'est drôle. C'est une bonne surprise un peu acide, c'est pas trop désagréable non plus. Méchant. En revanche, si on met du sucre, l'idée, c'est quand même que les enfants se relavent les dents. Oui, c'est ça. On frotte pas avec... Il faut quand même arriver à remettre le dentifrice dans le tube. Non, en fait, on va pousser un petit peu le dentifrice il est dedans. pour mettre un peu des grains de sucre ou du citron, ce qui fait que quand ils vont me mettre, ils vont pas le voir, en fait, ils vont se brosser les dents. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrit tout le tube, là, avec votre truc. Ah non, c'est juste Au début. Ah oui, c'est vraiment le petit centimètre. C'est juste un poisson du 1er avril. Oui. On n'en met pas trop. Non, pas du tout. Alors, il veut se laver les dents avec son dentifrice, il tourne l'eau du robinet Oui. et là, j'adore cette histoire-là. C'est ma préférée, celle-ci. On peut même la mettre sur le pommeau de la douche. En fait, l'idée, c'est de mettre un peu de colorant alimentaire dans le mousseur, vous savez, l'embout du mousseur. Le truc, là. Exactement. Et quand les enfants vont ouvrir le robinet pour se brosser les dents, par exemple, ou se laver les mains, ou la douche, et d'un coup, ça devient bleu ou rouge ou vert. C'est plutôt rigolo. Mais pas de panique, ça part directement au rinçage. Ouais. Donc, passons aux choses sérieuses. On sait bien que ce qui va rendre dingue les ados, c'est qu'on touche à leurs écrans. Et vous protégez, mais là, vous proposez, mais je ne sais même pas comment vous osez de leur faire des blagues sur leur... On va pas se gêner un 1er avril quand même. Alors, on va quand même partir du principe, évidemment, que vous avez les accès des codes qu'on n'a pas toujours. Oui, mais bon, moi, c'est ce que je conseille toujours, c'est de les avoir avec... Alors, on y va. Alors, c'est parti. Il y a le changement de langue mystérieux. Donc là, c'est très drôle. On va modifier la langue de son téléphone ou de sa tablette en japonais, en russe, en coréen, ce que vous voulez. Il faut savoir faire marche arrière, parce qu'on peut lire le... Évidemment, parce que sinon, la blague est absolument pas drôle. Ah ouais, c'est pas marrant. Ça va être très drôle de voir sa tête quand il retrouve pas ses applis ou qu'il comprend pas ce qui est en train de se passer. Vraiment, ça n'a pas de prix. Il veut se venger en regardant la télé, en se disant mon portable marche plus. Oui, et là, on va mettre un petit ruban adhésif sur le capteur infrarouge de la télé, ce qui fait qu'il va zapper comme ça en vain éternellement sans comprendre pourquoi ça s'allume pas. Ouais, la variante, c'est d'enlever les piles, tout simplement. Oui, on pourrait aussi le faire. C'était aussi quelque chose qui marchait bien. Vous nous proposez le Wi-Fi fantôme? Oui, alors là, honnêtement, c'est un peu pour les geeks. Moi, je sais pas le faire parce que je ne saurais pas réinstaller le bon. Mais si vous êtes geek, vous pouvez vous lancer vraiment sur ce plan un peu plus élaboré. Et en gros, vous renommez votre Wi-Fi en connexion introuvable, Wi-Fi cassé, avec un mot de passe. Alors là, j'adore ce mot de passe. Fais la vaisselle 1, 2, 3. Range ta chambre 5, c'est ça. Exactement. C'est monstrueux, ça. Il se met au travail. Eh bien, l'icône d'application qui disparaît, moi j'aime beaucoup, sachant que sur leur tablette ou leur téléphone, on va prendre l'appli qu'ils utilisent le plus au hasard, YouTube, Snapchat, etc., etc., exactement. Et on va la déplacer dans un dossier caché, ce qui fait qu'en fait, il va la chercher partout et il la trouvera jamais. D'accord. Et là, on peut pas lui dire un truc, mais t'as pas écouté les infos? Et ça a disparu. YouTube, c'est fini. C'est fini. C'est mort. Ouais, exactement. Waouh. Mais c'est quoi ce désir de vengeance? C'est pour lui faire une petite blague. C'est de la haine, Gérard Pfuldorfer. J'ai lu un bon bouquin là-dessus, je peux vous le conseiller, c'est fait par un psychiatre. On continue, la manette déconnectée. Oui, alors si votre ado adore jouer aux jeux vidéo, donnez une manette qui n'est pas connectée. Et moi, j'adore jouer à FIFA avec mon fils et je lui donne une fausse manette. Et en fait, il croit qu'il joue, sauf qu'il joue pas. Et donc, toutes ces actions, en fait, à l'écran, en fait, n'ont absolument aucun effet. Donc, c'est très drôle. Une dernière. Une dernière, la télécommande vocale qui n'écoute rien. Alors là, il vous faut un complice. L'idée, c'est, bon, moi j'ai 2 enfants, donc je peux le faire, c'est facile. Je prends mon grand, je lui dis, vas-y, le petit est en train, je lui dis, voilà, la télécommande fonctionne désormais uniquement par la voix. Donc, pour que ça marche, tu dis,
allume la télé, télécommande, Paf, votre allume la complice télé. allume la Et télé. le complice fait les choses en fait. Donc lui, il pense qu'il a Génial. super pouvoir. Bon, je ne sais pas laquelle vous allez tester, mais j'ai hâte de le savoir. Ça va être joyeux chez les Onzel aujourd'hui. Merci beaucoup, Candice. Avec plaisir. Et bon courage à vos enfants quand même. Ils vont passer une journée un petit Ils peu vont rugueuse. morfler, c'est sûr. Ils vont morfler. Pourquoi tant de haine C'est pas un commentaire que je fais à Candice. C'est le titre du livre de Gérard Apfeldorfer, Psychologie du ressentiment, de la colère et de la violence. Ça vient de sortir chez Odile Jacob. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laurent de mon maquillage, Marine Plantek et Dylan Coller à la préparation de l'émission, avec en régie aujourd'hui au son Saïd Mamou et Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.